jour. C'est lundi et vous avez rendez-vous avec Patrick Gampiné pour Langue Fourchue. Alors installez-vous confortablement. L'aventure débute tout de suite et maintenant. Et pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés à environ 110 km de Ouagadougou, à Koudougou, précisément dans la capitale donc, de la région du centre-ouest du Burkina, pour la rubrique à la découverte de. Nous vous conduisons plus précisément dans le quartier Issouka, donc de Koudougou, pour vous présenter une femme pas comme les autres, une femme chef traditionnelle. Alors, dans la société Mouaga, la plupart des chefs traditionnels sont des hommes, sauf en cas de transition entre la disparition d'un chef et l'intronisation de son successeur. On parle alors de Napoko. Ce n'est pas le cas au niveau donc d'Issouka, où une femme règne comme homme, comme les hommes du moins sur son quartier. Dans le quartier Issouka de Koudougou, Naba Ziri est la seule femme qui est chef traditionnel et siège au même titre que les ministres hommes de Naba Saga. À l'état civil, elle se nomme Thérèse Kaboré, épouse Nyamego et est devenue Napoka Ziri depuis le 3 février 2007. Notons qu'au Burkina, il n'y a pas une femme qui porte le bonnet de chef traditionnel, qui règne et a les mêmes honneurs que les autres chefs hommes, si ce n'est qu'à Issouka. Donc Naba Ziri est la seule femme chef traditionnelle du Burkina pour le moment. Le quartier Issouka est administré traditionnellement par Naba Saga Ier et c'est lui qui a nommé la femme chef traditionnelle. Selon Naba Saga Ier, chef d'Issouka, plusieurs raisons ont motivé sa décision d'introniser une femme chef. Selon lui, il a été inspiré par l'histoire de la princesse Nyelenga qui a marqué l'histoire du peuple Mouaga dans le centre du Burkina et l'histoire également de Gimbi Ouattara qui a marqué l'histoire de l'ouest du Burkina. L'autre raison, c'est l'expérience de la gouvernance. Selon toujours Naba Saga Ier, dans son règne, il était souvent confronté à des problèmes impliquant des femmes et il était difficile pour lui de décider de la sanction. La présence d'une femme chef à ses côtés permet de résoudre ces problèmes. Il a nommé Naba Ziri après consultation des sages d'Issouka. Elle est ministre de la Femme et du Développement et est associée à toutes les actions liées au développement du quartier Issouka, comme la construction d'écoles, de forages, l'organisation de journées de la femme. Elle est autorisée à aller vers des partenaires pour demander et collecter des fonds pour le développement du quartier Issouka de Koudougou. Naba Ziri a plus de 70 ans et est mère de 5 enfants. Elle vit auprès de son mari, avec qui tout marche pour le mieux depuis son intronisation. Naba Ziri ou Napoka Ziri siège désormais au conseil du palais Masmé à Issouka en qualité de ministre du développement de la femme depuis 2007. Durant cette semaine, nous sommes installés dans la cité du Cavalier Rouge pour vous conter l'histoire de la femme chef traditionnelle permanente bien sûr au Burkina. Tout au long de cette semaine, vous aurez des témoignages de Napoka Ziri, elle-même, de ses proches, du chef d'Issouka et bien d'autres personnes ressources. Alors, nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant cette femme chef traditionnelle qui siège au même titre que les hommes chefs traditionnels. Et vous avez pu le remarquer, elle porte le bonnet donc des chefs traditionnels dans la société Mouaga. Alors, pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps de recevoir Adèle. Et pour la suite de cette émission, c'est l'heure pour nous de passer aux informations avec Adèle Semporé que nous retrouvons après ça. Aujourd'hui, nous sommes avec Adèle Semporé. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzitani Kima, bonjour à tous les téléspectateurs, bienvenue. Merci d'être là. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Merci donc de nous recevoir pour découvrir l'information traitée dans la presse écrite. Nous commençons à lire la une de l'Observateur Palga. Blocus convoi militaire français, demi-tour obligé à Kaya.
Dimanche chaud à Saba, situation nationale, nous en sommes donc là. Commentons, c'est une rubrique de l'Observateur Palga. Épître des évêques du Burkina à la nation sur la situation nationale. Attaque d'Inata, une délégation du Parlement au chevet des blessés. Nous passons au journal Le Pays. À sa une, on lit ceci. Drame d'Inata sur fond de manif de rue. Les évêques appellent au discernement. Et puis, le ballet citoyen accuse Roch. Kaya, bloqué, le convoi militaire français fait demi-tour. Avait-on vraiment besoin de ça? C'est une interrogation. Confidence du week-end, attaque d'Inata, la recherche des disparus se poursuit. Crise sécuritaire au Burkina, des partis politiques déplorent l'échec du régime actuel. Actu Foot mondial 2022, le Ghana dénonce le canular de l'Afrique du Sud à la FIFA. Cannes 2022, le trophée officiel présenté au Burkina grâce à Total Énergie. Maître Benewende Sankara, à propos de la lutte contre le terrorisme, il faut restructurer l'armée et confier l'opérationnel aux jeunes officiers. Nous sommes à présent avec aujourd'hui au Faso. À la une de ce canard, on lit blocus d'un convoi militaire français à Kaya. La posture de la France, bouc émissaire, est un pis-aller. 20e Koundé, l'édition de la résistance et de la résilience. Faiblesse et échec de l'armée burkinabé, le ballet citoyen tient pour responsable le président du Faso. Dégommé et remis en selle, que peut encore Hamdok? C'est une interrogation de aujourd'hui au Faso et toujours à la une de ce journal. Benewende Sankara au président du Faso. Il est grand temps que Roch enfile l'habit de chef de guerre. Lettre pastorale de l'Église au gouvernement. La qualité de la communication contribuera à apaiser les cœurs et les esprits. À présent, le journal Le Quotidien. Lutte contre le terrorisme au Burkina. L'UNIR MPS demande la retraite anticipée des plus hauts gradés de l'armée. Éducation nationale, des recommandations pour une éducation résiliente et de qualité. Et puis, le voyageur de Guéna, c'est une rubrique du journal Le Quotidien. Suspecte d'Internet, Nadiagou, le poste de police frontière attaqué. Noumoutiédougou, Mangodara, échange de tirs entre terroristes et Dozo. Commune de Midebdo, 2 orpailleurs tués sur un site minier. Le MP3, à propos de la lutte contre le terrorisme au Burkina, la chefferie militaire au front aux côtés des boys, c'est ce que demande ce mouvement, le MP3. Et c'est ce qui met fin à la une de cette rubrique pour la lecture des unes. Merci bien, Adèle. Et nous passons à la phase commentaire. Le premier sujet pour commencer, nous avons assisté à un week-end tumultueux au Burkina Faso, manifestation, absence de réseau, Internet. Oui, tout à fait. Un week-end suffisamment bousculé sur le plan sociopolitique et une situation qui est la conséquence de l'attaque d'Inata, mais aussi le passage du convoi de l'armée française. Convoi qui a quitté, selon les informations, Abidjan et qui se rendrait au Niger, passant par le Burkina Faso. Donc, depuis pratiquement la semaine dernière, le blocus a été établi dans plusieurs localités du Burkina Faso. D'abord à Bobo-Dioulasso, après à Ouagadougou, ensuite à Kaya. À Kaya où le convoi était obligé de faire demi-tour. Et à Kaya, sur place, il y a eu des tirs de sommation, puisqu'à un certain moment, la manifestation, la température est montée d'un cran.
La manifestation se gonflait au fur et à mesure. Les jeunes qui sont sortis, femmes, hommes, pour exprimer leur ras-le-bol, parce que selon les manifestants, c'est le système français qui est à l'origine de tout ce qui arrive au Burkina Faso pour parler sécurité. Et donc, il n'est pas question que le convoi militaire puisse passer par Kaya pour traverser le Sahel et aller au Niger comme prévu. Donc, ils ont érigé le blocage, obligeant ainsi donc le convoi à faire demi-tour. Et sur place, il y a eu des négociations qui ont été entamées. Le gouverneur de la région, le maire de Zignaré pour échanger avec les jeunes manifestants, mais rien n'y fit. Un deuxième tour du gouverneur qui dit être venu au nom du gouvernement pour demander à ce que le blocus soit levé pour permettre au convoi de passer et que justement des mesures seront prises pour que l'armée puisse retourner d'où elle est venue. Mais tous ces échanges-là n'ont pas véritablement changé grand-chose. La manifestation s'est continuée jusqu'à ce que le demi-tour. Et quand la température est montée, il y a eu des tirs de sommation, on déplore des blessés. Et selon un communiqué de l'état-major général des armées françaises, la France a décliné toute responsabilité dans ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle n'est pas responsable de la situation, des blessures qui ont eu lieu sur place. Jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué officiel, il n'y a aucune information officielle du côté du Burkina Faso. Donc, on ne sait pas réellement quelle est la situation, mais beaucoup se posent des questions. Comment la France peut faire un communiqué sur la situation actuelle au Burkina Faso sous même le silence des autorités burkinabè? Est-ce que ça peut se faire? C'est la grande question. Qu'est-ce que les autorités burkinabè disent par rapport à cela? Les Burkinabés ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, ils ont besoin d'informations. Ce qui s'est passé aussi à Kaya, c'est ce petit garçon qu'on a présenté lors des manifestations qui a descendu un drone français avec un lance-pierre, voilà. Un enfant présenté comme un héros, présenté comme un digne fils de Sankara. Et après les manifestations, certaines informations faisaient cas de la disparition de l'enfant. Après, d'autres informations ont dit qu'il a été retrouvé et présenté avec sa mère sur les réseaux sociaux. Donc, le week-end était vraiment tumultueux dans plusieurs localités du Burkina Faso à travers des manifestations. À Kaya, par exemple, on demandait le départ des troupes françaises au Burkina Faso. À Ouayouria, on est sorti aussi exprimer le ras-le-bol pour demander au président du Faso de faire un choix, soit de négocier avec les terroristes, soit de renforcer l'armement militaire pour permettre aux combattants de mener efficacement la lutte sur le terrain. Donc, on ne passe pas sous silence Internet qui est coupé durant tout le week-end. Il fallait forcément un Wi-Fi pour se connecter, sinon le réseau connexion Internet ne passait pas, sauf le réseau Wi-Fi. Et des questions aussi, pourquoi c'est en ce moment précis que la connexion est interrompue? Est-ce que c'est sciemment fait par les autorités burkinabè? En tout cas, des contacts pris avec les trois sociétés de téléphonie mobile, on nous dit qu'il n'y a pas grande chose à dire. Oui, ils ne donnent pas d'explication. Du côté du gouvernement non plus, il n'y a pas d'explication. Donc, c'est vraiment le silence. Mais je pense que c'est ce silence-là que dénoncent de nombreux Burkinabés. Il est temps que le président du Faso sorte de ce silence-là pour assurer les Burkinabés. C'est d'ailleurs ce que disent les évêques dans leur message. Les évêques demandent à ce que le gouvernement communique avec courage et avec transparence pour que les Burkinabés puissent savoir réellement ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ce silence-là. Aucun membre du gouvernement ne parle, le président du Faso ne parle pas. En dehors de Maître Bénéwendé Sankara, mais lui aussi, il est important de faire la nuance. Il faut faire la nuance. Maître Bénéwendé Sankara parle, mais pas au nom du gouvernement. Il parle au nom de son parti. Il a fait une conférence de presse pour donner des propositions pour sortir le Burkina Faso. Et
ce qu'il dit aussi, moi je pense que ce sont des propositions intéressantes. Il demande par exemple au président du Faso de porter l'habit de guerre parce qu'il est temps que le président du Faso s'exprime en tant que chef de guerre dans cette situation. Il n'est pas normal qu'on continue de vivre ce qu'on vit, ce silence-là. Il faut faire quelque chose et il est temps que Roch-Marc Christian Kaboré sache que c'est lui qui doit mener le combat au premier niveau avant que l'armée ne puisse faire quelque chose. Et sur le plan de l'armée, il demande à ce que le président secoue le cocotier pour que les fruits morts la tombent. Parce que c'est ce qu'il dénonce. Il dit qu'au sein des rangs de l'armée, il y a des officiers supérieurs notamment, qui ne font plus l'affaire du Burkina Faso. Et donc, il faut les envoyer à la retraite anticipée pour permettre aux jeunes qui sont là pour le combat de pouvoir mener véritablement le combat qu'il faut. D'autres propositions de l'UNIR-PS, c'est aussi d'instaurer l'UNIR-MPS désormais, autant pour moi. L'UNIR-MPS demande à ce que l'état de siège soit instauré et l'état d'urgence dans les pays, dans les localités qui ne vivent pas encore la situation. Donc, les localités qui vivaient l'état d'urgence, qu'on instaure l'état de siège, et les localités qui n'avaient pas d'état d'urgence, qu'on instaure l'état d'urgence. Parce que pour l'UNIR-MPS, nous sommes en situation de guerre, et quand on est en guerre, il faut que les mesures aussi suivent pour restreindre les libertés et pour pouvoir être efficace sur le terrain. Donc, ce sont des propositions. Donc, le week-end était mouvementé sur le plan sécuritaire, sur le plan sociopolitique, j'allais dire. La sortie également du balai citoyen qui accuse le président du Faso parce que ce qui est arrivé à Inatan, c'est parce qu'il y a eu une négligence quelque part. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas fait son travail quelque part et c'est le président du Faso qui en est responsable. Donc, il faut prendre les mesures qu'il s'y est. Aujourd'hui, on n'a pas la précision exacte du convoi militaire. Selon les dernières informations, ils ont fait le retour vers Ouagadougou, convoi qui a été bloqué par les jeunes à Saba, à Benogo, dans la zone pour refuser donc le passage. Mais après, on n'a plus eu la position exacte. Est-ce que le convoi est retourné à Cambouensé? Est-ce que le convoi est stocké quelque part à Ouagadougou? On n'a pas de précision exacte. Surtout avec l'absence de la connexion. Parce qu'on sait que c'était sur les réseaux sociaux quand même que beaucoup partaient prendre les informations. On avait des gens qui faisaient des vidéos en direct. Exactement. Et voilà. C'est grâce à Internet que la mobilisation a pu se faire depuis le début de la semaine. Les manifestations ont pu se faire grâce à Internet. La position exacte même du convoi était donnée grâce à Internet. Les lanceurs d'alerte, les organisations de la société civile qui passaient des appels de mobilisation. Mais si Internet est coupé, il n'y a pas d'information. Et le gouvernement, moi je pense que le président du Faso est coincé actuellement. Il ne sait pas quelle position prendre. S'il sort pour un message, un discours qui ne va pas du côté du peuple, qui ne va pas apaiser les manifestants, il a chaud, parce que les jeunes ont besoin d'entendre que le chef de l'État tape pour dire oui, la France va quitter le Burkina Faso, les troupes françaises vont quitter le Burkina Faso. Et donc, il faut un discours orienté vers cela pour calmer les esprits des manifestants. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que le président du Faso aussi sait que le Burkina est signataire d'accord, de convention, internationale avec la France, enfin, de sécurité avec la France. Et donc, le Burkina se doit de respecter ces conventions-là. En facilitant les choses à l'armée française sur le Burkina. Donc, je pense que le président est vraiment à une patate chaude qu'il doit mais vraiment gérer. Je veux dire, dans un temps record, parce que on ne peut pas continuer dans ce silence-là pendant longtemps. Il faut que le président parle aux Burkinabés, qu'il trouve la solution, en tout cas rassurer les Burkinabés. Et puis, comme on le sait, le Burkina se doit aussi de respecter les conventions signées avec la France. Donc, c'est à lui de trouver le juste milieu pour décanter la situation. C'est nécessaire. En tout cas, c'est nécessaire, une sortie. Voilà, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer la situation. On ne sait pas où est-ce que... flotter un peu comme ça. Exactement, le convoi ne peut pas flotter et de manifestation en manifestation, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec ça. D'accord, espérons une solution. Et tu avais déjà commencé pour le message donc, des évêques
qui disent au président aujourd'hui, au gouvernement, donc de communiquer avec courage. Ah oui, les évêques demandent de communiquer avec courage. Les évêques du Burkina qui ne sont pas à leur première sortie, à tout moment, quand il y a des crises, quand il y a des soucis de gouvernance, des crises sociopolitiques, économiques, les évêques font une sortie, ils font des déclarations pour donner leur position. Et pour ce qui est de l'attaque d'Inata, ils ont regretté le bilan. Et ils ont proposé que le gouvernement communique avec courage et transparence. On a vu le ministre de la Sécurité, Barthélémy Sempore, qui avait promis de faire le bilan exact de l'attaque d'Inata. Mais plus d'une semaine après l'attaque, on peine à avoir les chiffres exacts. C'est vrai qu'on dit que les recherches se poursuivent sur le terrain pour retrouver d'éventuels survivants, pour retrouver éventuellement des corps. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas quel est le bilan exact. On est parti d'un premier bilan, ensuite on a révisé le bilan et la dernière version du gouvernement, c'était 57 morts, dont 4 civils. Et donc, on n'a pas vraiment des précisions sur l'attaque d'Inata, alors que des informations font cas de plus de 150 hommes qui étaient au détachement militaire. Donc, où sont passés les autres? C'est la grande question. Donc, les évêques demandent que le gouvernement communique, dise exactement la situation. Ça pourrait calmer les esprits, ça pourrait calmer, apaiser les cœurs et c'est important. L'autre chose, c'est que les évêques proposent que les Burkinabés et plus particulièrement les catholiques prient pour le Burkina Faso, la prière pour que Dieu vienne en aide au Burkina Faso. Chacun prie selon sa sensibilité spirituelle pour demander de l'aide au Dieu suprême pour que le Burkina Faso soit protégé par Dieu. Et pendant les célébrations eucharistiques, la prière se fera après chaque messe. Il y a une prière spéciale qui est dite pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. La prière. Ensuite, il demande aussi la solidarité entre frères et sœurs burkinabés. Solidarité pour s'entraider dans ces moments difficiles. Et puis enfin, il demande à ce qu'on exprime une certaine compassion envers ceux qui souffrent, les veuves, les orphelins, ceux qui sont au front pour le combat, d'exprimer une certaine compassion envers nos frères et sœurs souffrants. C'est important selon les évêques. Donc, c'est ce que proposent les évêques du Burkina Faso. On espère que ça sera un message qui sera entendu par les plus hautes autorités. Il y a des propositions qui viennent d'un peu partout, des citoyens, des responsables politiques, des responsables coutumiers, et donc on espère que vraiment les plus hautes autorités du Burkina vont faire le tamis et puis prendre ce qui est bon pour le pays, parce que ça y va de la paix de tous, ça y va de la sérénité de tout le monde. Merci. Et autre chose, on va parler maintenant des Assises nationales sur l'éducation. C'était la fin? Oui, c'était la fin à Ouaga 2000. Les acteurs de l'éducation qui se sont réunis pour les Assises nationales de l'éducation. Pendant donc 3 jours, les échanges ont porté sur comment réformer l'éducation burkinabé, quelles solutions pour les élèves, pour l'enseignement secondaire, mais aussi l'enseignement supérieur, quelles solutions pour que après le cursus scolaire, il n'y ait pas de chômeurs qui gonflent les reins de ceux qui sont déjà chômeurs. Et donc des propositions ont été faites, des recommandations ont été faites pour sortir donc l'éducation burkinabé du gouffre dans lequel il se trouve. Et donc proposition a été faite par exemple pour qu'on revoie l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. Et selon le ministre Ouaro, à compter de ce lundi, il y a des actions qui seront menées pour proposer une feuille de route, pour proposer donc des actions concrètes pour sortir, pour améliorer le système éducatif burkinabé. L'autre situation, c'est le dialogue avec les syndicats de l'éducation, arriver à faire en sorte qu'il y ait un dialogue permanent qui s'établit entre les autorités en charge de l'éducation et les syndicats de l'éducation pour qu'ils puissent parler le même langage, avoir un dialogue permanent pour faire des propositions
pour une éducation mieux structurée au Burkina Faso. Et selon le Premier ministre, c'est important que ces recommandations-là puissent être mises en œuvre afin de permettre d'autres assises qui vont maintenant concerner l'enseignement supérieur, plus professionnel et technique. Donc, ce sont des propositions qui ont été faites. Et c'était un rendez-vous qui était vraiment attendu par les acteurs de l'éducation, un rendez-vous qui n'a pas vu la participation de certains acteurs, notamment de l'opposition politique, qui a décidé de boycotter toutes les instances nationales. Mais comme l'a dit le ministre Ouaro, quand on parle de l'éducation, on ne parle pas politique, et donc l'impact ne peut pas se ressentir dans les recommandations qui vont sortir. Donc c'est ce qui a été proposé. On a aussi proposé de sensibiliser les communautés sur le rôle des enseignants, que les enseignants aussi jouent leur rôle pour faciliter la tâche. Et puis pour ce qui est des examens et concours, le ministre Ouaro a dit qu'il n'y a pas eu vraiment de consensus, mais comme il a dit, des échanges seront entamés à partir de ce lundi pour proposer une feuille de route qui sera donc mis en œuvre. Et selon le Premier ministre, l'éducation, c'est le socle de la transformation. Il faudrait qu'on mette le paquet pour réussir cette éducation. Donc, attendons la feuille de route pour la mise en œuvre des différentes recommandations. Merci bien, Adèle. Merci à vous et très belle journée à toutes et à tous. Merci. Aujourd'hui, comme invité du jour, nous recevrons M. Amadou Thiombiano. Il est le président national du collectif des Amis du Faso, en abrégé CAF. Nous allons retrouver notre invité juste après cette virgule. Dans la rubrique invité du jour, nous sommes aujourd'hui avec M. Amadou Thiombiano. Il est le président national du collectif des Amis du Faso, en abrégé CAF. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Mme Nikema. Merci bienvenue de me recevoir. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Question d'actualité pour commencer. Vous l'avez constaté avec nous, depuis samedi soir, la connexion Internet ne passe plus. Les réseaux de téléphonie mobile ne donnent pas d'explication officielle. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bon, déjà, nous désapprouvons parce que aujourd'hui, tous les Burkinabés sont sur les réseaux sociaux. Tous les Burkinabés, pas que des grandes villes, mais même des villages, tout le monde communique aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, notamment le Facebook, notamment le WhatsApp. Et nous couper le jus comme ça, si je peux me permettre, sans avertir qui que ce soit, ça pose un problème. Ça pose un problème encore dans cette situation dans laquelle nous vivons. Ça veut dire encore, si les Burkinabés sont assez avertis, assez regardants, ça veut dire encore que nous sommes attaqués de toutes parts, qu'on peut décider comme ça de notre sort comme on veut. Et c'est lamentable, c'est déplorable. Voilà, parce que ce n'est pas des réseaux gratuits, nous payons nos unités, nous payons nos mégas, comme on dit, pour pouvoir communiquer. Et si on va faire comme ça fi de ce que nous dépensons, de ce qui est notre droit, si je peux le dire, pour nous traiter de la manière dont on veut. Quand je dis on, je veux parler des réseaux, des téléphonies mobiles, notamment tous les trois, parce que c'est Telmov, c'est Orange Burkina, c'est Télécel, c'est grave. C'est grave. Voilà. Il faut que les gens comprennent que quelquefois, quand on s'en prend à nos autorités, mais qu'on comprenne que voilà, ce n'est pas seulement que les autorités qui sont les problèmes de ce pays-là. N'importe qui s'élève et fait n'importe quoi. Et vraiment, il faut que nous condamnons cela. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de travail, surtout avec la connexion. Oui. Ça veut dire que durant ces 2 jours, maintenant, ça fait d'énormes pertes. Ça va faire beaucoup de pertes. D'énormes pertes, tant économiques, tant même par rapport même aux relations sociales. Ça fait des pertes sur plusieurs volets. Voilà, parce que c'est tellement qu'ils s'imaginent, c'est tellement que c'est sciemment fait. Et là, nous nous attendons à pas seulement que des explications, mais à des sanctions.
Nous attendons des sanctions. C'est vrai qu'il fut un temps où on n'avait pas besoin de réseaux sociaux dans notre pays, ou même dans le monde. Voilà. Mais si l'évolution, la technologie nous amène à certains besoins et nous amène à épouser, à faire corps carrément avec ce genre de choses-là, mais il faut que quand il y a un problème, s'il y a un problème, qu'on nous avertisse. Voilà, nous sommes face à des problèmes techniques qui vont nous amener à peut-être, qui vont perturber un peu nos réseaux. Donc, peut-être dans 3 jours, dans 2 jours, voilà, etc. Mais rien. Mais nous avons quand même droit à l'information. Nous avons droit. Nous sommes des consommateurs. Voilà, il ne faut pas qu'on abuse de nous comme ça, c'est pas bon. Vraiment, nous condamnons cela. Et pour certains, ce manque de réseau SIAMAFEN, c'est lié d'ailleurs à la situation nationale au Burkina Faso actuellement. C'est certainement pour empêcher les activistes de communiquer sur les réseaux sociaux ou les manifestants du moins de se donner des alertes. C'est pas pour certains, c'est pour nous tous. Nous sommes tous au courant que, c'est ça, je disais tantôt, que c'est encore une guerre qu'on nous fait. C'est encore une provocation. On est en train de nous faire du mal encore. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de nous prouver que nous ne sommes capables de rien, que nous ne pouvons rien, qu'on peut décider de notre sort comme on veut. Voilà. Et il faut déjà que, lorsque nous sommes en train d'indexer X ou Y, il faut déjà que nous comprenions que non, le mal qui nous vient là, ça nous vient d'ailleurs. Et on va se taper entre nous, frères burkinabés, pour rien, on va se faire du tort entre nous pour rien, parce que leur intention, c'est de nous diviser. Et comme ils comprennent que nous sommes en train d'aller dans le sens qu'ils veulent, donc, ils poussent encore le pion. C'est comme un jeu de dames. C'est-à-dire qu'ils vont pousser les pions tant que ça leur est favorable pour pouvoir gagner le jeu. Il ne faut pas qu'on se livre à ce jeu-là. Ça, c'est un exemple avec les réseaux sociaux. Nous avons interviewé le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, M. Dasmane Traoré, qui a dit que c'était une violation des droits du consommateur, surtout que ces réseaux de téléphonie mobile ne donnent pas d'explication. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Et nous attendons que des voix s'élèvent, des voix plus autorisées. Et quand je dis plus autorisées, nous voulons déjà... nous, souvent, nous préférons ne pas regarder du côté de la présidence. Nous voulons que le ministre qui est le premier en charge, déjà tape sur la table. C'est une question d'intégrité. C'est une question, comme je disais, de droit. Vous êtes venus nous fournir vos services. Nous sommes adhérents à vos services. Nous avons dit d'accord, nous sommes d'accord, nous voulons de vos services. Mais vous ne pouvez pas, pendant que nous payons ces services-là, vous ne pouvez pas comme ça rompre ce contrat qui est entre nous de façon abusive comme ça. C'est-à-dire que vous nous faites la force. Mais même s'ils veulent nous empêcher de communiquer par les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent pas empêcher les Burkinabés de communiquer entre eux. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est une voie de communication. Nous sommes en train de faire comprendre à nos frères que ce qui se passe là, c'est une force qu'on est en train de nous faire pour nous empêcher de comprendre réellement ce qui ne va pas. De comprendre que le chemin dans lequel on nous envoie là, il faut que certains parmi nous arrivent à sensibiliser les autres que ce n'est pas le bon chemin. Ils sont en train de nous pousser vers le trou et si nous suivons leur méthode, nous allons tous perdre. Ce n'est pas entre nous le problème. Le problème, il est venu depuis fort longtemps d'ailleurs et il faut qu'on combatte ce problème qui est venu d'ailleurs. Depuis quelques jours, un convoi de l'armée française est bloqué au Burkina Faso parce que repoussé par des manifestants. Est-ce que vous comprenez cette situation? Je comprends, je ne dirais pas que je déplore quelque part quelques agissements, mais j'aurais préféré. Je comprends d'abord parce que moi personnellement, je suis contre la présence militaire française sur nos terres. Je suis contre. Nos autorités ont leur opinion à eux. Nous, population, nous avons notre opinion à nous. Et les Français ne peuvent pas nous empêcher. Je ne dis même pas les Français parce que les Français, eux, en tant que tels, n'ont pas de problème avec les Français. Mais les autorités françaises ne peuvent nous empêcher, nous, citoyens burkinabés, de penser. C'est notre droit. Même si on nous empêche de parler, mais notre pensée est en nous. Et nous la cultivons en nous. Je ne suis pas, moi, Tchombiano, je ne suis pas d'accord avec la présence des armées françaises sur nos territoires, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Ça, c'est d'un. De deux, nous ne sommes pas d'accord de cette coopération militaire qui a une autre connotation. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et de trois, nous refusons ce double jeu que tout le monde constate. Ce double jeu qui est je suis avec toi, je vais t'aider, et de l'autre côté, on est en train de donner d'autres forces, d'autres manières à d'autres
entités pour nous faire du mal. Nous sommes tous au courant. Nous n'avons pas besoin que le président nous explique cela. Nous n'avons pas besoin que le ministre de la Communication, après le conseil des ministres, nous dise voilà comment. Nous sommes tous au courant. Il faut que les Burkinabés comprennent la réalité des choses. Alors, donc, nous ne sommes pas d'accord avec la présence militaire française. Et surtout encore, ce convoi-là qui est plein de camions chargés de conteneurs. Et on ne sait pas qu'est-ce que ces conteneurs contiennent. C'est vrai qu'il ne peut pas venir sur le territoire burkinabé sans l'autorisation de nos autorités. Ça, c'est clair. Une armée étrangère qui va traverser un pays comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Hein? Ce n'est pas la première fois. Donc, nos autorités sont forcément au courant. Ils ont donné leur OK. Ça, c'est sûr. Mais nous aurions voulu que ce OK-là soit accompagné d'un accompagnement de nos CRS. Il faut que ce convoi-là soit accompagné pour que, dans les villes où ils vont traverser, que les populations constatent que ce sont nos CRS ou nos militaires ou notre gendarmerie qui les accompagnent. Ils ne peuvent pas circuler comme ça librement et comme ils veulent. Alors, s'ils ne sont pas accompagnés et qu'ils arrivent dans des villes, que les citoyens, les populations se lèvent, mais c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal que ces populations se lèvent et disent mais ceux-là, ce sont des envahisseurs, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces populations-là qui sont en train de traverser le Burkina par le Niger. D'emblée, d'abord, la première des choses, d'abord, c'est de penser qu'ils sont venus pour s'installer, alors que nous sommes contre cet état de fait. Alors, il faut que les autorités comprennent la population. La seconde des choses, on aurait dû, même si on n'a pas un accompagnement, on aurait dû nous informer, voilà, nous allons être traversés de tel jour à tel jour par un contingent français, voilà ce qu'ils ont avec eux, c'est de la nourriture, c'est quoi que ce soit, mais voici le chemin qu'ils ont à faire. Mais sinon, on n'a pas l'information que nous voyons des conteneurs. Alors que nous savons que nos ennemis qui sont en face, nous n'accusons pas que la France les alimente, mais les ennemis qui sont en face là, les djihadistes, les terroristes, sont hyper armés. Et comment ils se procurent ces armes-là? Ces armes-là passent par où? Il ne faut pas que ce soit des armes qui passent sur notre territoire, à nos vues, nous sommes au courant, nous voyons, et qu'on va livrer ça à nos ennemis. Il faut chercher à comprendre. Donc, ce que la population est en train de faire, ça peut se justifier. Et il faudrait que nos autorités fassent très attention sur cette situation-là. Parce que s'ils vont prendre des mesures, qu'ils sachent comment prendre ces mesures-là. Parce qu'aujourd'hui, déjà, la tension est très haute dans ce pays. Et comme j'ai dit, les gens cherchent par tous les moyens de nous diviser. Là où nous déplorons un peu, déplorer, je dis entre guillemets, c'est que nous disons que nous ne voulons pas l'armée française sur notre territoire. Donc on aurait dû, après avoir stoppé ce convoi-là, après les négociations de nos autorités, le gouverneur, etc., le maire et tout ça, on aurait dû les laisser partir, qu'ils sortent de notre pays. Parce qu'actuellement, ils sont là. Alors que nous disons que nous ne voulons pas d'eux. Le convoi flotte un peu au Burkina, bon, peut-être à Ouagadougou actuellement. Ils ont fait de Kaya, il paraît qu'il y en a qui ils sont revenus sur Ouaga. Il paraît qu'ils ont leur camp à Kambouassé et tout ça. Mais pendant que nous disons que nous ne voulons pas d'eux, mais nous ne faisons pas en sorte qu'ils restent. Faisons en sorte qu'ils sortent de chez nous. Ils sont en train de partir au Niger, mais basta qu'ils déguerpissent. Nous avons dit, ce que nous constatons, nous ne sommes pas d'accord. Ils sont en train de traverser avec des camions pleins de conteneurs certainement chargés d'équipements qui vont peut-être aller aux mains de nos ennemis, etc. Ce sont des suppositions. Nous ne les accusons pas. C'est normal que nous supposons. C'est normal que la population dit ce qui se passe, nous ne voulons pas. C'est tout à fait logique. Je pense que le président français, même là, si c'est un homme de bonne foi, de bon sens, il doit comprendre que l'acte que le Burkina a posé est un acte légitime, normal. Alors, mais la personne devait comprendre par la suite là qu'il faut laisser partir. Vous pensez que le message était passé le message est largement et qu'à un moment donné, il fallait laisser. Oui, le message est largement passé. Souvent, il ne faut pas abuser. Parce que quand on abuse, on finit par se faire du tort à soi-même. Voilà. Le message est largement passé parce qu'à Bobo, ils ont agi. À Ouagadougou, à Boulmilou, ils ont agi. À Kaya, ils ont agi. Le message est bien passé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des dupes. On les laisse partir. Parce que nous ne voulons pas de ces gens-là chez nous. Je ne dis pas que nous ne voulons pas des Français. Les Français sont nos amis. Mais nous ne voulons pas de cette armée-là. Vous m'excusez, mais c'est un poison qu'on est en train de mettre dans notre corps. Nous ne voulons pas. Parce que déjà, nous savons déjà que c'est un poison. Si nous ne savons pas que nous consommons, nous allons subir. Mais comme nous savons, évitons de consommer. Nous ne voulons pas d'eux, donc qu'ils sortent. Si nos autorités peuvent comprendre, si la population de Kaya peut aujourd'hui comprendre ce petit langage que nous, modestement, nous essayons de lancer, qu'ils laissent désormais les gens là partir. Pour le moment, on ne connaît vraiment plus
situation exacte ou la position exacte donc, de ce convoi, parce que il n'y a pas de communication officielle. Les réseaux sociaux qui relayaient l'information à l'instant T, parce qu'on a assisté à des vidéos en direct, par exemple sur Facebook, des personnes qui photographiaient les convois ou le convoi en direct sur Facebook aussi, et plus de connexion Internet pour ces activistes-là qui donner l'information aussi en temps réel sur les réseaux sociaux. Donc on va attendre au cours de cette journée pour voir vraiment ce qui va se passer. Et c'est dans ce contexte-là que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé au président Roch-Marc Christian Kaboré d'intervenir pour justement faciliter le passage de ce convoi. Est-ce que vous pensez que le président de Faso peut décanter cette situation? Surtout que lui-même, il n'est pas dans une position confortable, parce qu'on se rappelle qu'il y a des manifestants aussi qui demandent sa démission. Oui, il n'est pas dans une position vraiment confortable parce que, franchement, moi, aujourd'hui, je plains la position du président. Voilà quelqu'un, comme je dis, notre association, nous sommes apolitiques. Mais n'empêche que nous sommes burkinabés. Et n'empêche que nous devons apprécier à notre point de vue la situation nationale. Et nous disons, voilà un monsieur qui s'est présenté pour être au perchoir de notre nation, pour apporter une contribution de développement, de bien-être, et qui malheureusement est confronté à une situation à laquelle il ne s'attendait pas, et dans laquelle il est en train de patauger, parce qu'il n'a pas l'accompagnement qu'il faut, il n'a pas le coup de franche qu'il faut pour pouvoir faire face à la situation. Et si le président, le ministre français, Le Drian, demande au président d'intervenir, il peut bien intervenir. Il peut bien intervenir, mais il faut que, quand il va intervenir, que ceux auprès desquels il fait cette négociation pour laisser passer, que ceux-là soient bien entendants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre la situation autrement et d'acculer, si je peux le dire, le président du Faso. Mais c'est faire fausse route. C'est faire fausse route. Comme je disais tantôt, déjà, le problème de la connexion des réseaux sociaux, c'est déjà un exemple. On ne peut pas dire au président, non plus les réseaux sociaux, on ne peut plus communiquer sur Facebook, on ne peut plus communiquer sur WhatsApp, tu en es responsable, on ne peut pas le dire. Et si c'était les autorités aussi qui avaient demandé au réseau de téléphonie mobile? Ça serait difficile dans notre entendement à nous, parce que nous avons traversé pas mal de situations et les autorités n'ont jamais fait cas de cela. Et je vous dis que le président lui-même est sur les réseaux sociaux, le président lui-même est sur le Facebook. La plupart de nos ministres sont sur le Facebook. Mais rappelons que le Wi-Fi, pour ceux qui ont le Wi-Fi, ça marche. Oui, donc pour les autorités, on suppose qu'ils ont quand même... Ceux qui sont un peu plus aisés. Mais n'empêche quand même que là où vient l'information, la vraie information, c'est dans les couches sociaux, c'est dans la base, dans la masse là, que les vraies informations viennent. Comme tantôt vous le dites, il y a des vidéos que nous avons sur ce qui se passe, sur ce convoi là, et nous avons pas mal d'informations. Et donc, le président peut négocier. La population n'a qu'à être entendante, n'a qu'à être vraiment accueillante par rapport à la négociation du président. Et que la population accepte, que nous montrons que nous sommes respectueux de nos institutions. La première étant la présidente du Faso, que nous savons être à l'écoute. Alors, donc si le président s'implique, qu'on laisse passer ce convoi-là. Parce que comme je le disais tantôt, nous n'avons pas besoin de cela chez nous. Voilà. Moi, j'ai une tête rasée, je n'ai pas de poux. Mais ceux qui ont des cheveux, qui ont des poux, je pense qu'ils savent ce que c'est que les conséquences. Ils luttent contre ses poux. Voilà. Alors, donc, c'est comme ton chien qui a des puces, tu vas tout le temps le nettoyer pour ne pas que ça se mette sur tes fauteuils, etc. Donc, il faut qu'on aide le président à faire partie de ces gens-là de chez nous. On ne peut pas avoir deux langages. Dire, armée française, dégagez, on ne voulait pas de vous, et les maintenir. Voilà. Donc, bloquer ce convoi, c'est les maintenir, tout voilà. simplement. Et donc, le président allait faire partie. Est-ce que quelque part le silence du gouvernement ou du président du Faso, parce qu'il n'y a pas de sortie officielle, il n'y a pas de message officiel jusqu'à présent concernant donc ces cas-là, est-ce que ce n'est pas le fait aussi qu'aujourd'hui ils ne savent vraiment pas quelle est la solution, quel message apporter aux populations pour d'un côté rassurer les populations et de l'autre côté aussi ne pas frustrer ou ne pas mettre en péril aussi les accords qu'ils ont signés avec la France notamment? Bon, c'est une situation un peu inconfortable. Oui, bien sûr. Mais le silence, moi, je ne vois pas du côté du président. Parce que ce n'est pas en toute situation qu'il faut forcément que le président se prononce. Il y a pas mal de personnes, quand même, qui ont des responsabilités, qui doivent aussi assumer ces responsabilités-là.
Voilà. Je pense déjà que peut-être que le chef d'état-major général des armées, on parle d'armée, on parle d'une armée étrangère qui est en train de traverser notre pays. Peut-être que déjà lui, peut-être il devrait avoir un mot à dire. Il y a le ministre de la Défense. Peut-être qu'il devrait déjà avoir un mot à dire. Il faut que souvent on essaie de permettre à notre président de souffler un peu. Parce qu'à force de vouloir le pousser, le bousculer, nous allons peut-être même finir par le mettre dans l'erreur. Voilà. Il faut que souvent certaines personnes prennent leurs responsabilités. Voilà pourquoi justement le président est sorti un moment parler de dysfonctionnement. Parce que lui, il peut avoir certaines pensées, certaines intentions, les communiquer pour que cela passe, pour que le message passe, et le message ne passe pas. Voilà. Il faut vraiment qu'on nous communique, parce que vraiment la population attend d'avoir le mot de nos autorités sur cette situation-là. Pourquoi ces gens-là sont dans notre pays? Qu'est-ce qui a fait qu'il faut forcément qu'ils passent chez nous? Est-ce qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, comme on le dit? Ou bien s'ils viennent du Mali? Mais c'est insensé qu'ils viennent du Mali traverser le Burkina pour le Niger, parce que le Mali est frontalier au Niger. C'est une armée. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'on a balisé une route pour eux, ou bien qu'on a fait quoi que ce soit, ou bien qu'on a sécurisé la route pour qu'ils passent. C'est une armée. Une puissance mondiale de surcroît. Donc, il peut forcément traverser le Mali, il peut traverser la frontière du Mali au Niger. Mais pourquoi passer par le Burkina? Qu'on nous donne ces explications-là et qu'on nous fasse comprendre que, voici la situation. La population, d'abord, qu'on donne raison à la population par rapport à ces agissements. La population a agi, ok, nous ne tenons pas rigueur à nos jeunes gens qui ont eu à poser ces gens parce que en se mettant à leur place, on les comprend, mais nous allons négocier pour qu'ils comprennent que cette armée-là doit quitter chez nous. Ce n'est pas une armée burkinabé. Et si vous permettez encore, le président français, Emmanuel Macron, l'a si bien dit lorsqu'on criait ici à un certain moment que nous ne voulons pas de l'armée française. Il a dit que l'armée française n'existe pas au Burkina, que l'armée française ne combat pas au Burkina, que ce sont les forces burkinabées qui luttent contre le terrorisme. Nous sommes conscients que ce sont nos hommes, nos vaillants burkinabés, nos vaillants soldats burkinabés, SDF, assistés des VDP, qui luttent sur le terrain. Voilà. Donc, raison de plus encore que l'armée française qui ne nous aide pas sur notre terrain par rapport à lutter contre nos ennemis, que cette armée-là ne soit pas sur nos sites. Vous l'avez constaté, des manifestations qui se font un peu partout. Ça a commencé bien avant l'arrivée de ce convoi français. Alors, certains manifestants demandent la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, d'autres demandent le départ des troupes françaises et d'autres demandent encore plus la sécurité pour les Burkinabés. Selon vous, quel doit être le bon combat ou quel est le bon combat à mener? Bon, d'abord, le troisième groupe de personnes qui demandent la sécurité, c'est nous tous. Nous demandons tous la sécurité et la paix dans notre pays. Vraiment, vivement que cette sécurité, que cette paix nous revienne. Le premier type de personnes que vous avez parlé qui demande le départ de la démission du président du Faso, en leur tête, le président du CEFOP, le président Edi Komboigo, le chef de file du CEFOP de l'opposition. Le CEFOP a donné un ultimatum d'un mois. Oui, d'un mois, oui, mais c'est la démission qui réclame aussi. Parce qu'ils disent que ça ne va pas, il faut qu'il démissionne. Nous voulons d'abord dire à M. Edi Komboigo, aujourd'hui, il est une des grands leaders de ce pays. Il est un grand leader aujourd'hui. Nous avons tous vu comment il a bataillé pour pouvoir accéder à la tête du CDP. Nous ne venons pas d'ailleurs, nous sommes dans ce pays. Nous vivons tous les réalités de ce pays. Nous avons vu comment il a lutté pour être à la tête du CDP. Aujourd'hui, il est le chef de file de l'opposition. Nous avons aussi vu comment est-ce qu'il a pu parvenir à ça. Nous voulons demander à Edi Komboigo, sur votre plateau, si vous le permettez, un peu de retenue. S'il vous plaît, M. Edi Komboigo, soyez un peu indulgent, soyez un peu compréhensif. La population burkinabé ne peut mieux comprendre ce qui se passe qu'à travers les leaders que nous avons. Ces leaders-là doivent pouvoir tenir un langage franc, un langage dénudé de toute intention personnelle, de tout intérêt personnel ou, excusez-moi, mesquin. Il faut qu'on ait la patrie dans le cœur, qu'on ait le souci de l'union des fils et des filles de ce pays. La démission du président du Faso n'est pas la solution de ce que nous sommes en train de connaître. Loin de là. La démission du président du Faso, à l'instant où nous parlons, ne fera qu'empirer, qu'aggraver notre situation. Cela ne fera que déstabiliser davantage le Burkina Faso.
Si nous demandons au président de partir, Roch Marc Christian Kaboré, en tant qu'individu, peut bel et bien partir. Il peut aller se la couler douce où il veut. On a vu l'autre qui est parti, le premier qui est parti en Côte d'Ivoire. Et sa femme est ivoirienne. Peut-être que lui, il peut aller au Togo, ou bien il peut aller en Amérique. Mais c'est nous, Burkinabés, qui allons en partir. Parce que Roch parti, ce n'est pas Edi Kombego qui sera aussitôt président. Il faut une transition. À quoi va nous conduire cette transition? Nous allons ouvrir les voies de l'aventure. Nous allons ouvrir des voies d'un avenir incertain. Et c'est ceux-là qui sont en train de crier aujourd'hui, Roch démissionne, qui seront les responsables de la mésaventure, des conséquences que le pays va traverser. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Il faut que nous calmons un peu nos égos. Que nous disions la situation est grave. Elle n'a pas été créée par une personne. C'est pas Roch qui l'a créée. C'est pas Edi Kombego, c'est pas Zéphrin Diabré, c'est pas non plus Tchombiano ou le collectif des Amis du Faso. La situation nous est imposée de l'extérieur. Trouvons les solutions. Le Mali a voulu que des présidents démissionnent. Ibeka est parti. Ils ont fait un coup d'État. Le premier président qu'ils ont mis avec son premier ministre, là, ils ont fait un coup d'État pour que lui s'y déguerpille. Donc il n'y a pas de solution. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Mali est toujours attaqué. Il n'y a pas encore de solution. Malgré que le Mali a des forces, aujourd'hui on peut dire que le Mali s'est acquis plus de force que le Burkina, parce qu'il y a Wagner et etc. qui sont là. Mais ils sont toujours attaqués. Il faut qu'on fasse attention. Que ceux qui vont marcher le 27, c'est leur droit. C'est normal qu'ils marchent. Je suis d'accord avec eux. Je les accompagne moralement. Je les accompagne je les soutiens de sortir de dire ça ne va pas. Parce qu'il faut toujours dire quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Il faut dénoncer, il faut critiquer. Il faut appeler nos autorités à plus d'engagement. Voici le président qui a relevé deux hauts gradés de notre armée pour insuffisance ou bien pour non-assistance, bien, bon, ça dépend. Mais en tout cas, il les a relevés. Ça, c'est une fermeté. Nous voulons que les gens sortent pour dire au président, sois encore plus ferme. Parce que dans notre armée, il y a pas mal de têtes qui sont corrompues. Il y a pas mal de généraux, de colonels qui sont là actuellement assis là, qu'il faut dégager. Nous le disons clairement. Dans notre fonction publique, il y a pas mal de gens qui vont à contre-courant du besoin de développement de notre pays. Le président il a été élu sur la base d'un programme. Des gens sont là certainement à travailler, à saper ce programme. C'est un programme de développement pour tout le Burkina Faso. Mais il y en a qui sont là pour travailler de sorte à ce qu'ils ne puissent pas parvenir. Mais que les enquêtes que le président a engagées là, que ces enquêtes puissent aboutir. Et quand ça va aboutir, qu'ils prennent les mesures qu'il faut. Nous allons subir, mais nous allons dignement subir. Pour vous, aujourd'hui, la démission du président Roch Kaboré n'est pas la solution. Vous l'avez dit lors de votre conférence de presse. Pour vous, il faut dissuader quand même ceux qui demandent la démission. Il faut aller chercher la solution ailleurs. À côté de ceux qui demandent la démission du président Roch Kaboré, il y a certains qui disent que la solution au terrorisme, c'est peut-être de libérer le général Diendéré. Voici une donc qu'il reparte au front, qu'il réorganise des hommes. Voici de mauvais propos. Voici un mauvais langage. Voici encore des gens qui sont en train de condamner notre pays. Voici des gens qui font le jeu de l'ennemi. Parce que d'abord, comme j'ai dit, nous sommes tous dans ce pays. Il faut qu'on n'oublie pas certaines choses. Djibril Diendéré n'a pas l'expérience du terrorisme. Je suis désolé. Parce que quand le terrorisme a commencé au Burkina Faso, c'est lorsque le président Roch a été élu. En ce moment, déjà, Djibril Diendéré avait déjà parlé de Gilbert Diendéré. Voilà, excusez-moi, Gilbert Diendéré. En ce moment, déjà, Gilbert Diendéré n'était pas aux affaires. C'est avec Roch que nous avons connu les premières attaques terroristes au Burkina Faso. Donc, ceux qui ont l'expérience du terrorisme, ce sont les généraux Minungou, etc. Mais ce n'est pas Gilbert Diendéré. Ça, c'est d'un. De deux, Gilbert Diendéré, à l'époque de Blaise, c'était un négociateur. Quand il y a des Européens qui sont kidnappés par comment on les qualifie, c'est Gilbert Diendéré que Blaise envoyait pour aller négocier, pour libérer les otages, pour libérer, etc. Voilà. Donc, peut-être qu'il a une certaine expérience en matière de négociation, mais pas de lutte contre le terrorisme. Alors, secondo, Gilbert Diendéré a fait un coup d'État dans ce pays. Il est en train de répondre de ce coup d'État. Bon, en fait, il a déjà répondu du coup d'État, mais il est en train de répondre du cas de Thomas Sankara. C'est des choses que nous avons demandées dans ce pays. Il y a eu pas mal de dossiers qui sont là actuellement dans les tiroirs. Il y a eu pas mal d'impunité. Il y a eu pas mal d'actes qui sont posés dans ce pays-là, que nous voulons savoir pourquoi des gens ont posé ces actes-là, pourquoi nous avons perdu des frères, pourquoi
le coup d'État contre Thomas Sankara. On ne dit pas qu'ils sont forcément les auteurs ou bien les coupables, mais il faut que la justice puisse faire son travail. Mais si nous demandons à la justice de faire un travail, et que nous-mêmes, pendant que la justice est en train de travailler, nous sommes en train de dire qu'il faut libérer, mais qu'est-ce que nous voulons? Mais il ne faut pas vouloir une chose de son contraire. Mais donnons la valeur à notre justice. Nous avons longtemps réclamé l'indépendance de la justice du Burkina Faso. Mais c'est la justice indépendante qui va faire son travail. Mais laissons notre justice faire son travail. Parce que les familles Sankara et autres familles, Lengani, etc., la population burkinabé, le peuple burkinabé veut comprendre ce qui s'est passé dans ce coup d'État contre Thomas Sankara. Le peuple burkinabé veut comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire Norbert Zongo. Le peuple burkinabé veut comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire du juge Nébier. Mais on veut comprendre tous ces cas-là qui se sont déplorables. Mais il ne faut pas que pendant que la justice se saisisse, que nous sommes en train, et que beaucoup de gens même de l'extérieur approuvent ce que nous faisons, disent enfin voilà, on est en train d'assister à certaines choses. Mais que nous-mêmes nous sortons pour dire libérer Djandjiri. On va libérer il va faire quoi? Il est capable de faire quoi sur le terrain? Lui-même, quand il a dit je vais aller sur le terrain, je suis un militaire, je porte, et puis parce qu'on laisse porter la tenue, il dit je suis prêt à aller sur le terrain. Il n'est pas allé sur le terrain pour faire quoi? Lui, je lui ai dit qu'est-ce qu'il peut faire que le général Minouou n'a pas pu faire? Lui, je lui ai dit qu'est-ce qu'il peut faire que nos soldats actuellement n'arrivent pas à faire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas duper la population. Il ne faut pas que c'est là aussi duper. Non, le général, il faut que les gens comprennent une bonne fois que le général Gilbert Diendéré ne peut pas être relâché au jour d'aujourd'hui. Il a assez de problèmes. Il faut que la justice aille à son terme. Et qu'on connaisse la sentence. Que s'il est innocent, qu'il soit innocenté. Que s'il est coupable, qu'il soit condamné selon sa culpabilité. Qu'il réponde. Voilà. Mais que les gens arrêtent de dire Gilbert Diendéré, ceci, cela, c'est n'importe quoi. Ces gens qui sont en train de... Pardon, ils n'ont qu'à faire pardon. C'est-à-dire que c'est comme en train de s'amuser là où on ne doit pas s'amuser. Alors, M. Thiombiano, il nous reste vraiment peu de temps. On va quand même aborder cette situation nationale. Il faut rappeler que cette situation nationale s'est encore dégradée suite à l'attaque d'Inata, qui a fait maintenant 57 morts, parce qu'on se rappelle, le bilan est toujours revu à la hausse, donc ça fait 57 morts pour 57 morts. Le cas particulier justement de cette attaque, c'est que les gendarmes qui étaient sur les lieux et qui ont été tués n'avaient plus de stock de vivres à leur disposition. On se demande qui n'a pas fait son travail. Madame Nikema, voilà quelque chose qui nous a fait couler des larmes. Lorsqu'on a appris que nos agents, nos soldats sont affamés. Voici des gens qui ont fait de leur carrière, de leur vocation, de défendre la patrie, de protéger leurs frères et sœurs, de protéger tous les Burkinabés. C'est leur vocation. Ils se sont dit, nous voulons, voilà ce que nous allons faire de notre vie. Nous allons nous livrer notre vie pour que nos frères puissent vivre dans la paix, dans la quiétude. Mais comment on peut comprendre que ces gens-là n'aient pas à manger? Comment est-ce qu'on peut comprendre que les supérieurs, les premières personnes qui sont censées convoyer les vivres, les ravitailler, ne fassent pas leur travail? Comment est-ce qu'on peut comprendre, quel que soit là où ils sont au Burkina Faso, même s'ils sont à l'extrême limite de la frontière, ils sont au Burkina Faso. Ça doit les parvenir. On ne peut pas comprendre que d'abord, il doit y avoir relève. La relève n'a pas été conséquente. Et ils n'ont pas à manger. Il faut qu'ils se lèvent, tourner autour du camp, là, trouver des animaux à abattre pour pouvoir s'alimenter. Mais ils ont souillé le Burkina Faso. Ces gens-là doivent être... On doit vraiment mener des enquêtes. Trouver ces gens-là. Les faire savoir à la population entière. Voilà les coupables. Les condamner à la peine vraiment qu'ils méritent. Parce que ça fait mal. Ça nous fait mal que, pendant que nous sommes en train de pleurer, que nous souffrons, qu'on abat, même dans les mosquées, les gens vont abattre des Burkinabés. Dans les églises, on nous attaque. Mais on peut comprendre que nos militaires même là soient attaqués parce que ce sont eux qui doivent nous défendre. Ils n'ont pas les informations pour savoir que les gens viennent en pick-up. Ce n'est pas des gens qui viennent à pied, qui attendent la nuit pour se cacher dans les buissons pour parvenir. Ils viennent en pick-up, ils viennent en moto. On n'a pas pu leur donner les renseignements qu'il faut pour dire attention, il y a des gens qui sont en train de venir, il y a des mouvements que nous avons détectés. Voilà pourquoi nous avons que si les gens veulent sortir, qu'ils disent ce qui ne va pas. Nous sommes d'accord qu'il y a des choses qui ne vont pas. Que le président, qu'on dit au président vraiment, nous ne comprenons pas, nous, population, nous ne comprenons pas que nos militaires aient les informations essentielles sur l'ennemi. Parce que leur devoir est de combattre. Mais pour qu'ils combattent, il faut qu'ils aient des informations.
Ils vont combattre comment s'ils n'ont pas d'informations. Le minimum d'informations. Et après les informations, qu'ils aient les équipements qui peuvent aller avec. Parce qu'aujourd'hui, ces ennemis-là, ces terroristes-là, ils peuvent de loin nous lancer, nous bombarder. Mais qu'est-ce que notre armée a en retour? Mais le premier élément qui peut aider nos militaires sur le sol, c'est les attaques aériennes. Pour que sur le sol maintenant, eux, ils puissent opérer pour nettoyer la vermine à nettoyer. Mais si des gens, on ne peut pas les dire que des gens arrivent, et qu'ils sont là à 5 h du matin, madame Nikema, moi je suis musulman, à 5 h du matin je suis déjà levé parce qu'il faut que je fasse ma prière. Mais on ne peut pas parler d'une armée. Une armée, c'est la sentinelle. Là, une armée veille. Mais que des gens, autant de mois, vous avez dit 57. Mais c'est grave. C'est grave. C'est plus grave même que le cas de Solane, où on parle de près de 140. Mais quand c'est l'armée, c'est grave. C'est ahurissant. Mais il faut que j'ai dit, le président n'a qu'à bien ouvrir les yeux, parce que parmi les généraux qui sont assis à Ouagadougou ici, là, il y a beaucoup qui sont coupables. Parmi les colonels, je le dis, je suis burkinabé, ils sont burkinabés comme moi, j'ai les mêmes droits qu'eux. Ce n'est pas leur fonction là qui va primer sur le droit que j'ai. Il faut que le président fouille, il faut que des enquêtes soient faites. Parmi les ministres là, il y en a qu'il faut. Comment? Ces soldats ont alerté qu'ils n'avaient plus de vivres, ils ont alerté pour vous avez vu le cas de Dougou. On a mis ça sous... on a essayé de taire la situation. Sinon, les soldats à Dougou, ils ont eu à donner certaines informations, à alerter. Déjà, les sanctions devraient tomber. J'ai dit, parmi ceux qui accompagnent le président du Faso, même au niveau de la présidence, là, il n'a pas commencé les enquêtes là-bas. Même au niveau de la présidence, il y a des gens qui ne sont pas avec lui. Qu'il commence des enquêtes là-bas. Qu'il commence des enquêtes au niveau de ces différents ministres. Parce que beaucoup ne jouent pas leur rôle. Ce n'est pas tout le temps qu'on doit dire le président, et que c'est le président qui doit sortir pour s'exprimer. Deux fois, des ministres doivent sortir. Ils sont responsables. Dire, voici la situation, voilà comment est-ce que nous allons faire. Deux fois des directeurs généraux, deux fois des secrétaires généraux, deux fois, il y a pas mal de gens à qui des pouvoirs sont donnés, mais il faut qu'ils s'assument. Parce que nous sommes dans une situation où vraiment chacun doit jouer son rôle pour que dans la partition de chacun, dans l'union, on puisse s'en sortir. Merci et que la population comprenne. Une fois que la population a compris, je pense que nous allons gagner le combat contre nos ennemis. Je demande à ceux qui veulent marcher le 27 que la solution n'est pas la démission du président. Sortez, dites ce qui n'est pas bon. Ça sera à la faveur de tout le monde. Mais donner des forces au président. Je demande à nos frères burkinabés de rester unis devant le mal. Parce qu'ils nous ont déjà divisés. Ça, ce n'est pas un leurre. Nous sommes déjà divisés. Nous allons faire en sorte de ressouder à nouveau les liens. Mais qu'on comprenne que ce qui ne va pas à Fada, à l'est, ce qui ne va pas au nord, ce qui ne va pas dans la boucle de Mouhoun, au Comoré, peut ne pas aller à Ouagadougou. Parce que rien ne dit qu'ils n'ont pas infiltré, ils ne sont pas à Ouaga. Puisque ce sont nos frères burkinabés qui nous tuent. Ils ont réussi à mettre dans leur rang des burkinabés qui tournent des armes contre des burkinabés. Donc ça veut dire que nous avons certainement nos frères burkinabés qui sont là à Ouagadougou, qui donnent des informations, puisqu'il y a des carburants même qui partent à leur niveau, et on leur donne du carburant, on les fournit en pas mal en vivre et tout. Qu'on fasse beaucoup attention. Ouvrons les yeux, aidons nos autorités à comprendre que vraiment nous sommes une bonne fois avec eux et que nous pouvons nous en sortir. Merci bien. Le temps d'entretien est terminé, le temps est tellement court. Je rappelle que le collectif des Amis du Faso est une association qui milite pour la cohésion sociale et le patriotisme, et c'est une association apolitique. Et le président national donc, de cette association, le collectif des Amis du Faso, est M. Amadou Thiombiano, qui était notre invité de ce jour. Merci d'être passé. Avec notre invité, nous avons parlé de la situation nationale et l'entretien s'achève maintenant. À l'instant, c'était Nourat avec ses Lions Burkina Soldat. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique Langue fourchue avec Patrick Gampiné qui revient sur un sujet d'actualité. On y va et on revient pour la suite. Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Au petit matin du dimanche 14 novembre, le camp de gendarmerie d'Inata était attaqué à l'arme lourde par des hommes armés non identifiés. Bilan officiel, 58 morts, dont 4 civils. Si le Burkina est habitué à compter ses morts, cette énième attaque d'une base militaire dans notre pays repose de grosses questions sur la capacité réelle de nos autorités à gérer notre armée.
Si nos assaillants sont mieux organisés que les professionnels de notre armée, si bien sûr la formation suit comme il le faut et les moyens de combat aussi, il est plus qu'urgent que l'on nous dise si la partition de notre territoire ne serait pas l'ultime solution pour faire cesser cette hécatombe. Oui, parce que si le Burkina devrait se réduire esclave de Ouagadougou pour que vivent nos braves soldats, eh bien qu'il en sorte ainsi. Parce que n'est-ce pas là la vision de nos autorités? Vu que rien ne se passe à Ouagadougou, tout va pour le mieux dans ce Moutaland parfait. Pour qu'une base militaire soit prise d'assaut des heures durant et se faire raser avant qu'un quelconque renfort ne se pointe que des heures plus tard pour constater les dégâts, chagrine énormément. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil du Moutaland. Quand certains bons serviteurs de l'État et d'autres soi-disant hommes d'affaires bien introduits pactisent allègrement avec les fossoyeurs de nos soldats, on ne trouve pas grand-chose à redire, mais il est plus difficile d'admettre que nos braves FDS manquent de tout. Équipement, ration et prise en charge adéquate. Il ne faut pas juste attendre que des soldats passent l'arme à gauche pour leur rendre un vibrant hommage de la nation et décréter un deuil national. C'est vrai qu'on est en guerre et que la guerre suppose des pertes de part et d'autre, mais ça en devient franchement trop. Que cela se passe sur le champ de bataille passerait encore mieux que quand un camp militaire, une fois de trop, est encerclé, pilonné pendant des heures et incendié. On se demande comment cela est possible. Quel système de renseignement avons-nous et fonctionne-t-il en vérité? Moi, je me reposerai la question de la loyauté de certains de nos officiers dans cette crise qui perdure. N'y a-t-il pas de traîtres dans nos rangs qui vendent nos positions et même peut-être nos armes au camp d'en face? Bref, il est plus que nécessaire de repenser notre armée dans son ensemble, arrêter de n'envoyer que des enfants souvent sans aucune expérience sur le terrain et traîner, même de force, ces hauts gradés grassouillés qui se pavanent dans de rutilants carrosses dans les rues de Ouagadougou à la recherche du moindre placement lucratif pour bourrer encore leurs panses. Il est temps de sévir contre ces chefs qui affament leurs troupes engagées sur le terrain. La question des rations de nos soldats se pose encore et toujours, et il semblerait que les intendants, ou en tout cas ceux qui ont en charge le bien-être de nos soldats, ne se gênent guère pour opérer des amputations sur leurs frais de mission. Et si cela se révélait vrai, des sanctions exemplaires s'imposent. Je suis fort aise que, longtemps après, le motus rocus prenne enfin acte des graves dysfonctionnements au sein de notre armée, dont il est le chef suprême. Alors, qui faudrait-il blâmer? N'est-ce pas là où le regard de ce cher Eddy qu'on ne boycotte pas aussi facilement s'est tourné? Cependant, qu'aurions-nous à gagner avec une démission du motus rocus en ces temps difficiles, si ce n'est fragiliser davantage notre nation déjà fébrile? En attendant, il serait bien que, pendant que le ROCO se concentre sur son armée, que les batteurs de pavés pointent plus leur museau vers les zones en crise pour demander, pacifiquement comme ils savent si bien le faire, à nos bourreaux de déposer les armes et de venir à la soupe familiale. N'est-ce pas certainement ce qu'aurait suggéré l'oncle Simpson, dont le subit mutisme me chagrine au plus haut point? Que Patrick Gampené, c'est sa langue qui a fourché et sa langue fourchera encore mercredi puisque vous avez rendez-vous avec lui mercredi pour un autre numéro de langue fourchue. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale pour donner encore du courage à nos FDS dans cette guerre contre les terroristes. Et c'est avec ce nouveau clip de l'artiste Bezou, Yikiti Zabafantenga. On va y aller et on revient. À l'instant, c'était le tout dernier clip de Bezou qui nous chantait Yiki. Pour la suite, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte 2 avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés à Koudgou pour vous faire découvrir une femme pas comme les autres. Il s'agit notamment d'une femme chef traditionnelle. Alors, dans la société Mouaga, la plupart des chefs traditionnels sont des hommes, sauf en cas de transition entre la disparition d'un chef et l'intronisation de son successeur. Alors, on parle de Napoko. Ce n'est pas le cas à Isuka où une femme règne comme les hommes sur son quartier. Dans le quartier Isuka de Koudgou, Nabaziri est la seule femme chef qui est chef traditionnelle et elle siège au même titre que les ministres hommes de Nabasaga Ier. À l'état civil, elle se nomme Thérèse Kaboré, épouse Nyamego et est devenue Napwakaziri
depuis le 3 février 2007. Notons qu'au Burkina, il n'y a pas une femme qui porte le bonnet de chef traditionnel qui règne et a les mêmes honneurs que tous les autres chefs, si ce n'est qu'à Issouka. Donc Nabaziri est la seule femme chef traditionnelle du Burkina pour le moment. Le quartier Issouka est administré traditionnellement par Nabasaga Ier et c'est lui qui a nommé la femme chef traditionnelle. Selon Nabasaga Ier, chef d'Issouka, plusieurs raisons ont motivé sa décision d'introniser une femme chef. Selon lui, il a été inspiré par l'histoire de la princesse Yenenga qui a marqué l'histoire du peuple Mouaga dans le centre du Burkina et celle de Gimbi Ouattara qui a marqué l'histoire de l'ouest du Burkina. L'autre raison, c'est l'expérience de la gouvernance. Selon Nabasaga Ier, dans son règne, il était souvent confronté à des problèmes impliquant des femmes. Et il était difficile pour lui de décider de la sanction. La présence d'une femme chef à ses côtés permet de résoudre ces problèmes. Il a nommé Nabaziri après consultation des sages d'Issouka. Elle est ministre de la Femme et du Développement et est associée à toutes les actions liées au développement du quartier Issouka, comme la construction d'écoles, de forages, l'organisation de journées de la femme. Elle est autorisée à aller vers des partenaires pour demander et collecter des fonds pour le développement du quartier Issouka de Koudougou. Nabaziri a plus de 70 ans et est mère de 5 enfants. Elle vit auprès de son mari avec qui tout marche pour le mieux depuis son intronisation. Nabaziri ou Napouakaziri siège désormais au conseil du palais Masmé à Issouka en qualité de ministre du Développement et de la Femme depuis 2007. Durant cette semaine, nous sommes installés dans la cité du Cavalier Rouge pour vous conter l'histoire de la seule chef traditionnelle qui est femme permanemment donc au Burkina. Tout au long de cette semaine, vous aurez des témoignages de Napouakaziri elle-même, de ses proches, du chef d'Issouka et bien sûr d'autres personnes ressources. Je rappelle que cette semaine, pour la rubrique à la découverte 2, nous partons à la découverte d'une femme chef traditionnelle donc, qui trône à Issouka, notamment un quartier donc, de Koudougou. Et vous avez pu le voir à travers les images, elle porte le bonnet du chef, donc le bonnet que portent très souvent les chefs traditionnels donc, dans la société Mouaga. Alors, c'est l'occasion pour nous de dire encore merci à tous ceux qui nous ont accueillis du côté donc, de Koudougou, en commençant bien sûr par le chef d'Issouka, Nabasaga Ier. Merci à Abdoulaye Kinda pour ces éléments. Et pour la suite de cette émission, nous allons nous dire au revoir. Oui, c'est déjà fini pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à cette émission. Le rendez-vous est pris demain quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. En attendant, on vous souhaite excellente semaine et surtout ne zappez pas, restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit, à demain.